En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons tous deux au cinéma. Bonjour Maxime. Bonjour Anne. Et vous avez vu beaucoup de films, Maxime. J'ai mis le début du mois de janvier à contribution, en effet, pour voir quelques films, certains bons, d'autres Alors, moins bons. Edmond. Alors Edmond, c'est un film qui fait beaucoup parler de lui. Alors je dois dire que... Il y a des gens qui sont enthousiastes. Et avec des avis tout à fait contradictoires. Oui. Certains trouvent ça absolument extraordinaire, d'autres affligeants. Ma position est un peu intermédiaire. Oh. Et il faut dire que c'est assez normal, parce que, pour mémoire, c'est donc Alexis Michalik qui met en version cinéma la pièce Edmond qu'il avait lui-même mise en scène, à partir, Edmond de Rostand, qui est une interprétation libre de la vie d'Edmond Rostand au moment où il conçoit Cyrano. Oui. Donc, il y a du Edmond Rostand, il y a du Cyrano, donc évidemment tout ça est configuré pour faire un spectacle extraordinaire. La pièce était un succès absolu, et le film sera probablement un grand succès public. Alors, on retrouve dans le film à peu près tous les ingrédients qui ont fait le succès de la pièce, c'est-à-dire le côté assez truculent avec le parallèle entre la vie du théâtre. Avec la vie du théâtre, avec les passages clés, évidemment, du Cyrano. À la fin de l'Envoi je touche, le nez, c'est une péninsule. La fin, évidemment, c'est dans inouï le couvent. quand même, comme ce texte demeure célébrissime. C'est un texte qui, voilà, c'est une permanence. Ouais. Il y a comme ça des perles dans le firmament de la littérature française, et celui-ci en est une. Voilà. Alors après, moi j'avais beaucoup aimé la pièce, que j'avais trouvée très rafraîchissante, évidemment, avec des lourdeurs, des outrances, qui sont propres à ce genre de choses, parce que finalement raconter la jeunesse d'une création, c'est pas si simple que ça. Non. Néanmoins, il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangé. Ce que les Américains appellent le making of. Le making of, voilà. Donc c'est en fait un il ne faut making pas of parler en anglais parce que nos téléspectateurs n'aiment pas du tout, et ils ont raison. Et ils ont raison, Mais absolument. quand nous donnons un titre en anglais, c'est que malheureusement, il est en anglais. Voilà. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui m'a dérangé, c'est que, encore plus que dans la pièce, on voit un Edmond Rostand qui est une espèce de jeune homme un peu bécasse, qui en 15 jours va réussir à monter sa pièce, et puis il a des inspirations. Voilà, l'aubergiste va lui apporter 2 ronds de bois, et il a une idée extraordinaire. Alors, c'est assez amusant. En soi. C'est assez amusant, surtout qu'il met en parallèle sa vie personnelle avec un de ses amis qui séduit la jeune couturière du théâtre et pour laquelle il écrit des lettres, avec le personnage de, évidemment, Cyrano, qui lui-même va aider son jeune ami à conquérir le cœur de la fameuse Roxane. Et puis... c'est l'histoire du mensonge amoureux. Voilà, l'histoire du mensonge amoureux. Ce qui m'a aussi un peu dérangé, c'est que le personnage, là c'est mon côté féministe qui parle, c'est la femme d'Edmond Rostand, qu'on nous présente comme une espèce de beauté passée, très très passée même. Franchement, elle a l'air d'avoir 45 ans dans le film, alors qu'elle a 27 ou 28 ans, l'actrice qui joue ça. Et puis, cette jeune femme, on voit, elle est mère au foyer. Son moment clé, c'est quand Coquelin, donc l'acteur qui va jouer Cyrano, 2 fois de suite va les réveiller à 6 h du matin, où elle le met dehors. Mais on est tellement loin
du personnage réel de Madame Rostand, qui était quand même une poétesse, qui a été une des plus grandes femmes de la littérature française du XIXe siècle. Oui. Donc on est quand même assez loin de la ménagère bourgeoise qui vit dans son intérieur assez moche-touille. Bon, donc ça je dois dire que j'étais pas très satisfait. Il y a des passages aussi qu'on voyait pas au théâtre, qu'on voit dans le film. Par exemple, Coquelin, vous le savez, impose son fils pour jouer sur scène, qui est une sorte de nigaud dont le rêve est d'être pâtissier. Et puis, les gens qui vont subventionner la pièce sont des espèces de mafieux, évidemment corses, parce que sinon ce ne serait pas suffisamment caricatural. Et ils tiennent aussi une maison de plaisir, disons un bordel. Et donc, ils vont avoir l'idée d'envoyer le fils chez les femmes travaillant dans cette maison de plaisir pour le déniaiser un peu. Alors évidemment, on voit à l'écran, je vous rassure, il n'y a pas de nudité, mais on voit à l'écran ce qui doit se passer. Et subrepticement, il devient un grand acteur qui est capable de déclamer le texte qu'il a été incapable de prononcer pendant 2 mois. Donc tout ça est un peu outrancier et à mon avis me fait dire que le film est inférieur à la pièce. Il y a quand même quelques beaux moments. Et en particulier la fin, que certains ont trouvé inférieure, mais en fait la fin est pour moi le seul moment vraiment cinématographique de ce film, c'est-à-dire que le décor du théâtre devient un décor de cinéma, on est projeté dans le couvent, et ça fonctionne assez bien. Est-ce que Rostand a laissé des notes sur la création de Cyrano ? Certainement, j'avoue que je ne suis pas spécialiste de la question. C'est ça qu'il faudrait qu'on sache. Il paraît que Michel X est en partie inspiré de la réalité. Oui. Alors c'est vrai que Coquelin est celui qui l'a mise en scène, ce qu'a fait Sarah Bernard. C'est peut-être à voir uniquement pour réentendre encore une fois toutes les magnifiques répliques. Moi je pense que ça peut être à voir pour un public un peu plus jeune et un peu plus éloigné du théâtre. Ça peut leur donner envie de voir le vrai Cyrano. D'accord, entendu. Voilà. Alors, moi je vais vous parler deux très beaux films de guerre. Une fois n'est pas coutume, mais voilà. Bon, Cyrano, c'est la guerre. J'ai l'humeur guerrière. D'abord, Élie de Saint-Marc, témoin du siècle. C'est un portrait qui a été fait par Marcella Ferraro et Jean-Marie Schmitt. C'est Jean Piat qui interprète à la première personne, Élie de Saint-Marc, et c'est absolument magnifique. Et donc c'est sorti en DVD. C'est sorti en DVD. J'en ai eu les larmes aux yeux tellement... D'abord, l'écriture de Saint-Marc est absolument magnifique. Ces officiers sont quand même des grands bonshommes, des grands écrivains, officiers de la Légion. Et donc il raconte pas, il évoque, c'est très rapide, c'est 1 heure, il n'y a pas un bout de gras. Donc il raconte très vite la résistance, la déportation. Ensuite, il est envoyé en Indochine. D'abord, il est envoyé en Algérie, puis en Indochine. Et là, deuxième drame, l'abandon des populations indigènes, qui, comme vous le savez, a entraîné pour la plupart les réactions des officiers putschistes en Algérie, parce qu'ils ne pouvaient pas recommencer une deuxième fois les catastrophes de l'Indochine, absolument. L'atrocité du conflit indochinois. C'est absolument magnifique, c'est d'une grande poésie, c'est extrêmement touchant et cela parle de notre siècle magnifiquement. Et on voit la vérité profonde de ce grand homme. Bah d'ailleurs, le DVD est sous-titré « Témoin du siècle ». Témoin du siècle, exactement. Et il nous rappelle... Alors, donc, il a fait 5 ans de prison, puis après, il a été décoré. Très bien, mais enfin, quelle erreur. Et il nous rappelle cette vérité qui m'a beaucoup touchée. Sa mère, qui était une grande bourgeoise bordelaise, très active, et qui brodait. Et qui lui a dit un jour, « Tu vois, mon petit Élie, le courage, c'est tout simplement cela, point après point. » Je trouve que c'est magique. C'est très beau, comme quoi les femmes ont beaucoup à apprendre à nos futurs officiers. Voilà, et chercher la mère derrière les grands hommes. Et puis il faut lire ces textes, les textes d'Élie de Saint-Marc, qui sont bien Les Chants de Braise, qui a eu le prix Femina. Avouez que c'est quand même inouï. Les Sentinelles du soir et Notre histoire, écrit en collaboration avec un officier allemand.
Voilà. Absolument. Ça, c'est le Et l'autre L'autre. Alors ça, c'est TF1 qui m'a envoyé cela. C'est un film qui s'appelle Sacrifice de guerre, un nom chinois. C'est le cinéaste le réalisateur de Héros et Le secret des poignards volants, qui était vous ne l'aviez pas vu? Un film qui m'avait échappé, je ne vous le cache Alors, pas. oui, mais c'est le secret des poignards volants, c'était toujours sur fond de guerre japonaise, Ou sino-japonaise. C'était très, très romancé, très fantasmé, avec une femme qui réussit, qui est maître de combats orientaux. C'était déjà très beau. Là, c'est une histoire toute simple, mais très belle, à voir en famille avec des grands adolescents. Ce sont donc les Japonais qui déboulent à Nankin, qui tuent tout sur leur passage. Et nous sommes dans une cathédrale, dans une école. Il y avait toujours des écoles à côté des cathédrales. Et un homme va débouler là. Son métier, c'est de maquiller les cadavres. Et il va prendre la défense de ces petites orphelines qui sont abandonnées en pleine guerre. Et il va porter une soutane parce que grâce à cette soutane, il va pouvoir en imposer aux Japonais. Donc c'est un homme ordinaire qui devient un héros. Autre personnage magnifique, il y a tout un groupe de prostituées qui trouvent refuge dans la cathédrale. Et c'est donc le contact entre ces prostituées et ces jeunes filles, les unes se détestant à prime abord et qui vont finir par finalement donner leur vie les unes pour les autres. C'est un très beau film, c'est dur, c'est un film dur, mais c'est un beau film de guerre. Voilà. Élie de Saint-Marc et les sacrifices de la guerre. Alors moi j'ai un autre film de guerre. Je vous ai pas dit, Élie de Saint-Marc, c'est fait par Secours de France et la chaîne Histoire. Un autre film de guerre, mais qu'on peut éviter, qui est une de cette énième série Marvel, c'est Bumblebee. Alors Bumblebee, c'est la suite ou la genèse plutôt de Transformers. Transformers, vous savez, c'est ces êtres vivants qui se transforment en automobile, en camion, etc. Oui, on va passer vite. C'est grosso modo très médiocre. Voilà. Donc même pour des jeunes publics, on peut très franchement avoir mieux. Emmenez-les voir Mary Poppins, c'est 1000 fois mieux. D'accord. En revanche, deux films qui me semblent plus intéressants. Un premier que j'ai vu hier soir, et je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi poignant. C'est vraiment un film qui vous donne envie de vous jeter par la fenêtre. Donc on n'y va certainement pas avec des adolescents, à mon avis. C'est le nouveau film dont le héros principal est joué par Laurent Lafitte. Alors vous savez qu'en général, il choisit toujours des rôles un petit peu compliqués. Oui. C'est le titre, c'est c'est la sortie des classes. L'heure de la sortie. L'heure de la sortie, absolument. Oui, okay. Donc l'histoire est assez simple en fait. Ça commence avec une classe qui semble assez lambda et le professeur est en train de suivre le travail de ses élèves. Il ouvre la fenêtre, il saute. Paf, suicide. Déjà, scène 1. Et un jeune enseignant, un remplaçant, Laurent Lafitte donc, dans son rôle, va trouver cette classe et arriver dans ce collège Saint-Joseph, ou ce lycée Saint-Joseph, dont on ne sait pas exactement très bien où il est situé, mais qui est un lycée d'excellence, où il y a dans la classe 6 élèves qui sont toujours entre eux, qui sont les meilleurs des meilleurs, qui ont les meilleures notes, les plus intelligents, etc. Et il va très vite se rendre compte qu'il y a un petit problème. C'est-à-dire que, d'abord, ces élèves ne sont pas franchement joyeux, ils sont toujours entre eux, ils se font taper par les autres. Enfin, il y a des histoires un petit peu louches, il décide de les suivre, d'enquêter, notamment à cause de cet enfant battu. Et donc, il suit ces élèves et il s'aperçoit qu'en fait, ils s'infligent eux-mêmes, ils se battent entre eux, ils se frappent entre eux, ils essayent de se noyer entre eux. Pourquoi ? On va le savoir petit à petit. Il ne faut peut-être pas le dire. Oui. On peut dire quand même une partie des choses. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en fait, ces jeunes réalisent une sorte de reportage accumulé sur une série de DVD et qu'ils ont une conscience écologique très forte qui les invite à penser que nous approchons de la fin du monde et que les dirigeants du monde veulent le suicide
du monde. Alors, le film est émaillé du coup de moments où le héros regarde ses DVD. Alors, je dois vous dire qu'il y a des images qui sont absolument révoltantes. Enfin, on voit des animaux brûlés, on voit des vaches égorgées, on voit des poussins qui sont broyés à la broyeuse, on voit des centrales qui explosent. Enfin, on voit évidemment des pollutions marines, mais qui à la limite sont presque soft par rapport au reste. Donc, c'est vraiment... on en prend plein la patate, si j'ose dire, ma chère Anne. Donc, c'est un film vraiment qui se veut comme une dénonciation sur la question écologique. Et donc, la question, c'est ce professeur va-t-il réussir à sauver ses élèves du projet qui est leur? Je vous laisse imaginer ce que ça peut être ou pas. Je ne dévoile pas la fin. C'est vraiment intéressant, c'est assez bien fait, il n'y a pas tellement de longueur. Mais alors, vraiment, il faut y aller en étant bien accroché, plutôt pas le soir, et puis si possible en mangeant quelque chose d'un peu sucré, parce que je vous assure qu'on en prend vraiment plein la carafe. Et parmi ces photos affreuses, il y a des photos de bébés avortés? Non, c'est juste les poussins. Non, il n'y a pas de question d'avortement. C'est juste les poussins et les vaches. Je pense que oui, c'est suffisant. Hein. Oui, mais enfin, si vous voulez, non, mais on peut, ma chère Anne, être d'accord sur la question d'une approche plus globale, mais néanmoins, le diagnostic écologique chez ces enfants, alors ça sonne quand même un peu creux. Si vous voulez, l'écologie est un cache-sexe. Avant l'écologie, il y a le problème que les hommes tuent leurs petits. C'est pas le sujet du film. Oui, mais je veux dire, c'est donc faux. De toute façon, vous voyez ce que je veux dire? C'est évidemment faux. Je suis un peu nerveuse à l'égard de l'écologie. On a ces 6 gamins qui sont évidemment relativement peu crédibles, parce que cette classe qui vit en vase clos, d'enfants si convaincus que la fin du monde approche. Et puis, il y a quand même des choses, moi, qui m'ont fait un peu tiquer, c'est que ces enfants, ils se disent, voilà, la fin du monde approche, blablabla. On ne veut pas être complice finalement du suicide collectif que nous sommes en train de mener. Néanmoins, on voit qu'ils sont tous de familles assez bourgeoises. Enfin, ils ont des piscines chez eux, on va dans la piscine avec les copains, les volets roulants sont électriques. Enfin, tout ça est quand même mais vous savez, vous me faites penser à une conversation où j'étais à table dans une maison italienne à Rome, il y a peu, et la maîtresse de maison avait ses petits-enfants. Un jeune garçon de 12 ans qui m'a tenu un discours écologique. Oh, je ne peux pas vous raconter, c'est trop horrible ce qui se passe. J'ai été glacée. Et voilà un petit garçon de 12 ans qui parlait comme un militant à la télévision. Je me suis dit, mais il subit quelle propagande, ce gamin? Mais je pense qu'il y a une part de propagande, notamment de l'éducation nationale, effrayant. mais il y a aussi des messages qui s'envoient entre eux. Moi, je vois beaucoup de jeunes de 15-20 ans qui prennent une conscience politique, et cette conscience politique, elle s'articule très souvent autour de la question écologique, et vous voyez des gamins de 19-20 ans qui vous disent « Ah oui, tant qu'on n'aura pas une vraie décroissance, rien ne changera ». C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris les bases de l'économie, mais ils ont compris le discours écologique. Non, mais après, ça se traduit par tous ces discours véganes, il ne faut pas manger de viande, et absolument. Tout, il y a plusieurs incidents, mais... Toujours est-il qu'au-delà des incidents qui en découlent, je pense que le fait d'avoir choisi ce film avec ces adolescents qui sont des lycéens, à mon avis, est quand même assez parlant sur cette génération en particulier qui arrive. Et je pense que le sujet est très bon, c'est très bien fait, c'est très dur, c'est même difficile à regarder, et surtout que le film est fait avec une musique, une grande partie du film à mon avis dans son intensité dramatique et dans la musique, comme toujours. Évidemment, comme toujours, mais là c'est particulièrement bien traité à mon avis. C'est une musique qui a été faite, je pense, pour le film, mais toujours est-il que à chaque instant on a l'impression qu'il va y avoir des meurtres sordides, et pas tellement, je veux dire qu'il n'y a pas de question de meurtre. Il n'est question que d'animaux. Mais c'est ce à quoi je m'attendais, parce que la bande-annonce était quand même assez triste. Je me disais, meurtre collectif, assassinat, viol, non, rien de tout ça, c'est quand même plutôt encourageant pour une fois. Et puis une affaire de famille. Alors ça, c'est à mon avis le film à voir absolument. D'abord parce que c'est un excellent film japonais, donc avec tout ce que ça suppose. On n'est jamais déçu. On n'est jamais déçu. Et surtout, ça donne un autre regard sur le Japon, qui est... Oui, c'est le Japon pauvre.
Ben oui et non, c'est-à-dire que c'est surtout un Japon d'escrocs. Alors tout commence assez bien, c'est-à-dire que on est dans une famille évidemment pauvre. Enfin, ils vivent à 5 ou 6 dans une espèce de cabane. On se dit, les malheureux, mais ils ont l'air contents. Chacun a son petit job, on s'entraide, on met la table au milieu, on dort dans une espèce de cagette. Enfin, bon, ils ont l'air heureux. Et puis, celui qu'on pense être le père de famille trouve dans la rue une petite fille de 4 ans du quartier, manifestement battue par ses parents. Et elle lui demande si elle peut venir avec lui. Donc il la prend avec lui et elle va rester. Les parents ne vont pas déclarer sa disparition avant 15 jours. Puis entre-temps, elle est habituée. Et eux se disent on ne peut pas la renvoyer parce qu'elle va se faire battre. Ouais. Et donc comme elle est recherchée, ils décident de lui changer de nom. Ils lui coupent les cheveux, ils la rhabillent, etc. Et elle intègre cette famille. Et elle va apprendre, elle va apprendre à voler dans les magasins avec celui qui devient son grand frère, etc., etc. Et puis petit à petit, elle s'intègre tant et si bien qu'il y a cette scène très belle où toute la famille va à la plage ensemble et c'est vraiment l'apogée, c'est-à-dire ils sont ensemble, ils s'aiment, ils ont réussi à constituer une entité qui les réunit et qui les rend heureux. Et juste avant cette scène, il y a des moments qui sont quand même assez forts et tragiques, c'est-à-dire que par exemple, on va acheter des vêtements pour la petite fille et elle dit « Est-ce qu'après tu vas me battre ?» Voilà. Et en fait, on devine que chaque fois que sa mère lui achetait des vêtements, elle la battait derrière et on verra à la fin que effectivement la mère la battait en achetant des vêtements et que voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, c'est l'apothéose, et après l'apothéose, c'est toujours la chute, ça c'est classique comme dispositif. Je ne vous dis pas la fin, mais petit à petit, on va révéler les secrets de cette famille qui, on va le comprendre, n'en est pas vraiment une, et qui va en fait se disloquer complètement. On va découvrir les secrets des uns et des autres, l'identité réelle des uns et des autres, et chacun va pouvoir ou pas venir à une nouvelle perspective de vie. Il y a des moments donc vraiment très beau dans ce film. La conclusion est assez inattendue. C'est-à-dire que là, je vous ai donné quelques pistes, mais on ne s'attend pas à ce que ce soit à ce point-là. On s'attend quand même à beaucoup plus de sincérité chez ces personnages, et on découvre en particulier cette vieille dame qui est un peu la reine des escrocs, alors qu'elle a l'air de s'être mémée un peu indigne parce qu'elle joue un peu au casino, etc. Mais on se dit, bon, quelle brave femme. Pas du tout, en fait. Elle a monté une famille criminelle. Mais l'humanité révèle... L'humanité révèle à la fois ses pires aspects dans ce film, mais surtout, elle montre que chez ces gens qui sont quand même un peu la lie de la société, parce que c'est des petits escrocs, une des filles travaille dans une espèce pas de sex shop, mais vous voyez, elle fait des striptease dans des cabines, etc. Et néanmoins, ils vont sauver cette petite de ses parents qui la frappent. Et néanmoins, ils vont constituer une forme de bonheur familial. Et ils s'entraident. Et même, parfois, ils tombent amoureux. Et il y a un autre moment que j'ai trouvé très, très beau, c'est que... Donc, le petit vole, en fait, dans les magasins. Et donc, il a toute une espèce de code. Et il apprend à la petite, etc. Et il y a un moment où, dans un magasin où il vole tout le temps, le patron du magasin lui donne un paquet de bonbons et lui dit... ne l'entraîne pas là-dedans, parlant de la plus petite fille qui a 4 ans. Et il lui répond, dans quoi ? Et l'autre lui fait le petit signe, parce qu'il a une sorte de gimmick avec ses mains qu'il fait à chaque fois qu'il va voler quelque chose. Et donc, on comprend en fait que le patron était au courant qu'il se faisait voler tous les jours par ce petit gamin, mais qu'il le laissait faire parce qu'il avait pitié de lui. Et c'est très beau, en fait, comme message. C'est vraiment un très beau film qu'on peut voir, à mon avis, avec des adolescents. Je ne suis pas sûr que les enfants comprennent très bien les tenants et aboutissants. Mais si vous me permettez de finir sur le sujet, je dois dire que on essaye ici de dire quel est le public des films. Et ça nous semble assez évident, mais il faut le redire. Il y a des choses qui ne sont pas pour les enfants. Absolument, pourquoi je vous en parle ? Parce que vous vous souvenez d'un film dont on a parlé avant les vacances, Le Grand Bain. Oui. Et je suis une conversation sur un site internet bien connu, sur lequel chacun a son profil et peut échanger avec les autres. Et je vois une mère de famille qui dit « Je voudrais emmener ma fille de 6 ans voir Le Grand Bain. Est-ce que vous pensez que ça va ?» Et les gens de lui répondre « Oh oui, super, ça montre bien qu'on peut s'en sortir à tous les âges. » Je dis « Madame, ça commence avec Mathieu Amalric, en père dépressif qui prend des cachets dans la cuisine, en cachette. On voit des gens qui sont chômeurs, on voit des alcooliques. Alors certes, qui essayent de s'en sortir, la question n'est pas là. Mais est-ce que vous croyez qu'une petite fille de 6 ans est capable de comprendre en quoi des hommes dépressifs vont réussir à reconstruire leur vie dans une espèce de groupe sportif de parole ? Bon.
ça n'est pas possible. Enfin, vraiment, moi, j'appelle les gens à beaucoup de vigilance. Bien Donc, sûr. sachez qu'on essaye de vous dire la vérité sur le public. Absolument. Vous faites bien. Parce qu'il y a des publics, théoriquement, il y a une instance publique qui est censée nous dire c'est pour les moins de 10, les moins de 12, les moins de 18, etc. Ouais. Ce qui n'est jamais mené. Moi, j'estime que Le Grand Bain, c'est pas pour, ça commence à adolescent. J'estime que le film avec Laurent Lafitte, un jeune adolescent n'est pas en mesure de le voir parce que psychologiquement, c'est un film qui est trop difficile, me semble-t-il. Bien sûr. C'est-à-dire que, Bien sûr. bon, quand vous avez, parce qu'on parle quand même de suicide Non, dans ce non, film, non, donc non, c'est non. à mon avis Bien pas sûr. du tout un film à mettre entre les mains d'un adolescent qui s'interroge sur lui. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Renseignez-vous avant de voir un film parce qu'on ne met pas n'importe quelle œuvre entre n'importe quelle main. Est-ce que je peux résumer votre pensée en disant la jeunesse a besoin de vrais héros? Absolument. Et elle a besoin de parents aussi, Eh bien voilà. qui lui mettent des limites. Qui sont les héros du monde contemporain, disait Peggy. Ah oui, alors si on cite Peggy pour terminer. Disait Peggy. Merci Maxime. Je rappelle, donc vous nous conseillez Edmond, L'heure de la sortie des classes pour adultes et Une affaire de famille, grands adolescents. Une affaire de famille à voir absolument. Edmond qu'on peut voir. Et moi, je vous conseille Élie de Saint-Marc et Le sacrifice de la guerre. Ce sont deux DVD. Et voir les films avec sa famille et discuter après le film est la meilleure éducation cinématographique qui soit, parce qu'on peut parler après du film, de la technique du film et digérer ce film ensemble. Et c'est magique. Essayez-le, je l'ai fait et j'en garde encore un grand souvenir. Absolument. Merci Maxime. À mercredi prochain, chers amis de TV Liberté. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous recevons ce matin Philippe Bornet. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Pour un livre passionnant qui s'appelle « Accrochez-vous, demain la dictature ». Et c'est publié aux Presses de la Délivrance, avec une préface de Jean Tullard, qui est extrêmement laudative. Vous avez eu cette idée, vous êtes, petit rappel, vous avez publié de beaux livres sur Napoléon Bonaparte. Des romans. Des romans, des livres sur la présence de Marie à Paris dans les églises. Et là, vous voilà pris par le démon de la politique. Oui. Demain, la dictature. Quel a été le déclencheur de ce livre? D'abord, un sentiment que nous allons vers une dictature, un sentiment qui n'est qu'une émotion, mais qui m'habitait depuis quelques mois, quelques années. Et je pense que beaucoup de gens parmi nous partagent ce sentiment d'inquiétude diffuse dans la société. Et puisque vous faites allusion à un titre précédent, j'avais écrit en effet un livre sur la Sainte Vierge et je m'étais interrogé sur son personnage. Donc ma thèse en 2 mots, c'est que Marie est une créature comme les autres, mais une créature parfaite qui va jusqu'au bout de son personnage. Or, le personnage de la féminité est un personnage riche, puisque dans la femme, on trouve à la fois l'épouse, la mère, et ce qu'on oublie souvent aussi, la souveraine. Marie est une reine, et pas seulement au ciel d'ailleurs, elle est une souveraine sur la terre, puisqu'elle descend directement de David, comme Joseph d'ailleurs. Princesse singulière, puisqu'elle accouche dans les États, mais enfin une princesse quand même. Et si on réfléchit bien, puisque Marie est un modèle pour toute femme est souveraine. Toute femme est souveraine, je l'affirme. Et si on réfléchit bien, nous aurons l'occasion d'en parler, la souveraineté, en fait, est un concept à la fois mâle et femelle. Et dans le couple, dans la famille, il y a 10 000 ans, la souveraineté était exercée à la fois par l'homme et par la femme. Et le couple se partageait 2 rôles différents, celui de l'autorité, celui de la puissance. Alors, c'est tout le fond de votre sujet magnifique, et c'est très étonnant parce que votre livre recase tous ces débats diffus dans la société sur lesquels on dit n'importe quoi, et grâce à votre explication, chacun rentre à sa place, j'ai envie de dire.
Alors, les sondages de Valeurs Actuelles récents montrent qu'il y a une aspiration à un gouvernement fort. Oui. Alors, Valeurs Actuelles publie quasiment tous les ans ce qu'on appelle le baromètre politique. Et curieusement, un certain nombre de Français, presque la moitié, parfois même un peu plus de la moitié, ça dépend des années, sont tout à fait partisans d'un gouvernement illibéral, comme on dit de nos jours, c'est-à-dire un gouvernement tout simplement non démocratique. Et alors, tout récemment, un autre institut de sondage, vous l'avez vu, l'IFOP, au mois de novembre, c'est donc tout frais, a fait un sondage un peu identique, et d'après eux, 41% des Français sont d'accord pour confier le pays à un pouvoir politique autoritaire, quitte à alléger les mécanismes de contrôle démocratique. Donc ça me paraît clair. C'est clair, oui. Et d'ailleurs, enfin ça c'est le peuple. Oui. Les médias sont absolument horrifiés. Et ce matin, dans la presse, je lisais, nous sommes à Budapest, les opposants à Orban dans la rue contre son despotisme. Et manque de peau, il y avait des affiches en anglais qui montraient bien d'où venait l'origine de la manifestation. C'était... Et la marque du despotisme d'Orban, c'était d'avoir expulsé l'université de M. Soros, qui ne travaillait quand même pas pour le bien commun de la Hongrie. De la Hongrie. Donc on voit que cette notion est utilisée par les uns et par les autres, et sans mettre du tout la même chose. À mon avis, la gauche ne peut pas condamner la dictature, puisque c'est une invention de la République romaine. Il y a eu 64 dictateurs au cours de l'histoire romaine, sans compter ce qu'on appelle les dictatures de souveraineté, c'est-à-dire Marius, Sylla, César, etc. Et la dictature a été perfectionnée et remise au goût du jour par les Lumières au XVIIIe siècle. Alors c'est ça, l'une des richesses de votre livre, c'est ce survol de l'histoire magnifique. Et c'est pour ça que j'ai choisi pour illustrer le portrait de Cincinnatus. Bien. Alors, Cincinnatus est non pas le premier, Non. mais un des premiers dictatures de l'histoire romaine, et c'est devenu une sorte d'archétype Oui. qui a été repris d'ailleurs dans la peinture, etc. D'autant plus qu'après, il a quitté le pouvoir. Oui, il retourne à sa charrue. Et il retourne à sa charrue, voilà. C'est le thème éternel d'un certain nombre de peintres, et c'est pour ça que M. Jean-Luc Mélenchon est très admiratif du personnage de Cincinnatus. Et il est bien dans la tradition républicaine. Cincinnatus, c'est le dictateur qui donne des ordres, c'est-à-dire qu'il ne modifie pas la loi. Il a tous les pouvoirs pendant 6 mois, et il restaure une situation compromise, qui est généralement une situation de guerre. C'est vrai qu'en 6 mois, on peut faire beaucoup de choses, et si on part après, la machine est lancée. Alors, dans votre introduction, vous citez ce philosophe Hobbes qui dit « L'égalité des hommes entre eux à l'égard de leurs forces et puissances naturelles était une source de guerre inévitable, et la ruine du genre humain s'ensuivrait nécessairement de la continuation de cette guerre. » Donc, l'égalité parfaite, la démocratie totale, du haut en bas de l'échelle, c'est impossible, c'est une source de guerre. C'est une source de guerre par définition, c'est toute la théorie de Hobbes qui dit que le premier rôle de la souveraineté, c'est d'arrêter cette guerre, d'arrêter la guerre de chacun contre tous, dit-il. L'homme est un loup pour l'homme. C'est le fameux exemple latin que nous avons tous traduit. Donc à partir de cela, se met en place dans l'Antiquité des régimes qui sont, disons, oligarchiques, qui ne sont pas de véritable démocratie au sens moderne du terme. Et très rapidement, on s'aperçoit que cette oligarchie, dans certaines situations, a besoin de restaurer un roi. Donc le roi transitoire, la mauvaise conscience de la République d'une certaine manière, c'est le dictateur. La dictature, c'est la contradiction interne de la démocratie. Et c'est la démocratie elle-même qui a toujours dit qu'à certains moments, elle devait au moins transitoirement se transformer en monarchie pour se survivre. Car la démocratie n'a le choix qu'entre la contradiction et l'échec. Donc elle a choisi la contradiction, et cette contradiction a un nom, c'est la dictature. Vous écrivez aussi, et l'histoire parcourt-elle ainsi, l'histoire parcourt-elle le même cycle éternel
une république archaïque formée de la réunion de quelques familles, une féodalité de forbans, une monarchie absolue, une oligarchie déguisée en république, et soudain une dictature qui restaure la monarchie, et ainsi de suite. L'histoire est comme la marche, une suite ininterrompue de chutes interrompues. Voilà. Et donc cette chute interrompue, elle est interrompue par la dictature. Alors, moi j'aime beaucoup Thomas Hobbes. Je sais que beaucoup de gens préfèrent Maurras ou Jean Bodin, mais j'aime beaucoup Thomas Hobbes. Hobbes explique, en accord d'ailleurs avec la philosophie de Jean Bodin, qu'il a lu, qu'il ne cite pas, mais qu'il a lu indéniablement, il explique qu'à l'origine, il y a une démocratie. C'est vrai. Je pense que Hobbes a raison de dire que la souveraineté naît d'un certain nombre de contrats sociaux qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et d'ailleurs, la féodalité, avec l'acte d'hommage du vassal au suzerain, est d'une certaine manière un contrat social qui s'ajoute aux autres. Mais il a raison de dire qu'au début, il y a une démocratie, mais attention, ce n'est pas une démocratie d'individus. Ce n'est pas une démocratie de célibataires sans enfants, nés de pères inconnus. C'est une démocratie de famille. Et ça change tout. Ça change tout. Parce qu'à partir d'une démocratie de famille, à partir de cette démocratie archaïque, on va avoir un passage à la monarchie et donc une évolution dans une autre direction. Mais à partir du moment où nous vivons un temps où la famille était éradiquée, en tout cas la famille au sens propre du terme est éradiquée du paysage, les ennuis commencent. Alors, ce qui est très intéressant, quand vous prenez des exemples, vous prenez l'exemple de Cincinnatus, vous prenez l'exemple de Napoléon, vous prenez l'exemple du pouvoir du maréchal Pétain et de Gaulle. Et vous écrivez que tout paraît légal, tout est voté. Le dictateur a un mandat impératif pour sauver la République. Oui, alors c'est légal à la fin, mais pas au début. C'est justement là qu'est le jeu. C'est-à-dire que au début, en général, il y a un accord au sommet du pouvoir. Et pour parler vulgairement, on veut repasser à quelqu'un d'autre la patate chaude, pour s'en sortir, pour sauver sa situation, pour sauver son pouvoir, etc. C'est ce qui s'est passé au 18 Brumaire. Et d'ailleurs, le scénario était tout écrit par l'abbé Sieyès. Il se trouvait que Bonaparte était libre pour jouer le rôle, mais ça aurait pu être Joubert ou Moreau. Voilà ce qui s'est passé. Et donc je reviens à votre question, si vous voulez bien me la redire, parce que nous étions partis latéralement. C'est un mandat, le dictateur, et tout est voté. Oui, alors il a un mandat impératif, voilà, c'est voté. La légalité, en fait, ne survient qu'à la fin. C'est-à-dire que si le dictateur échoue, eh bien, on lui coupe la tête. Mais s'il réussit, eh bien, on fera un plébiscite pour dire que tout va bien et qu'il a eu raison d'agir comme il a agi. Ou alors il peut être éliminé, parce qu'il y a eu quand même quelques tentatives d'élimination. Oui, on l'a vu par exemple en 1848-49, il y a plusieurs généraux qui sont en compétition. Il y a Changarnier, voilà. Bonaparte lui-même qui est un militaire, il ne faut pas l'oublier, puisqu'il a eu une formation militaire en Suisse, il est artilleur, il est capitaine d'artillerie. Voilà, donc tous ces généraux se tirent la bourre entre eux, c'est le cas de le dire, pour parvenir au pouvoir. Il se trouve que ce sera Louis-Napoléon Bonaparte et que Changarnier il aura une très mauvaise carrière puisqu'il ne reviendra en grâce que juste avant 1870. Donc vous établissez bien une différence entre despote et tyran. Alors, franchement, je ne sais pas trop la différence qu'il peut y avoir entre despote et tyran. Mais entre tyran et dictateur, il me semble que les choses sont très nettes. Pardon, tyran et dictateur, oui, oui, c'est ça. mais je ne connais pas bien la définition du despote. Il faudrait revenir là-dessus dans un deuxième temps. Alors, pour moi, le tyran est quelqu'un qui n'a pas d'autoritas, il n'a pas d'autorité, il n'a pas de légalité, c'est un imposteur. Mais il a une puissance physique qui est à sa disposition, que généralement l'armée, voire la police, et donc il impose en toute chose ses décisions. Alors que le dictateur, lui, va avoir une véritable autorité. Il n'y a pas véritablement de dictature sans assise populaire. Le dictateur s'appuie tôt ou tard sur la population pour faire approuver une restauration de l'État. Et c'est ce qui s'est vu 5 ou 6 fois dans notre histoire déjà, et ce qui a mis fin à toutes nos républiques.
Alors, il y a un autre philosophe qui tranquillement justifie cette dictature en disant que c'est une sage invention de la République romaine. Mais vous citez Rousseau. Non, alors, tout le monde a approuvé la dictature, en fait. C'est ça le Et paradoxe. Cicéron était monarchiste. Cicéron est un rusé coquin. Vous savez, il faut quand même rappeler que Cicéron, qui nous a gavés avec les droits de la défense chaque fois qu'il plaidait, a fait étrangler les catilinaires dans le fond de leur prison sans autre forme de procès. Donc, Oui, il faut relativiser. il faut relativiser. Alors, Cicéron est plutôt monarchiste, mais, dit-il, il a très peur que la monarchie, qui est le meilleur des régimes, soit aussi le pire, dans la mesure où la monarchie se transforme en tyrannie. Je pense que Cicéron n'a pas raison sur ce point, parce que si on admet ma propre définition, c'est-à-dire que le monarque a à la fois la puissance et l'autorité, pourquoi se défrait-il de l'autorité pour ne garder que la puissance? Ça n'a pas de sens, si vous voulez. Oui, Cicéron avait une certaine tendresse pour la monarchie, et il était, disait-il, partisan d'un régime mixte. Parce que, indéniablement, la République romaine n'était pas une démocratie, c'était un mélange de plusieurs régimes. C'était un compromis que l'histoire avait trouvé au fil du temps pour étendre la puissance de Rome, ce qu'ils ont réussi à faire. Alors, venons-en au cœur de votre livre, qui est cette définition de la potestas et de l'autoritas. Alors, la potestas, c'est simple. C'est le muscle. C'est l'épée, c'est la guerre. L'autoritas, elle est plus difficile à définir. On peut dire qu'elle aboutit en tout cas à ce que la nation, le peuple, obéisse en exerçant sa liberté. C'est-à-dire qu'on reste libre quand on obéit à l'autoritas. Bon, prenons un exemple tiré des familles. La mère dit à son enfant: tu n'aurais pas dû prendre de la confiture et demander la permission à l'avance. Alors que le père, lui, dit: tu vas voir, si je rentre, gare à tes fesses. Et vous signalez le roi Louis XIV qui dirige avec très peu de fonctionnaires. Oui, à peu près 400, dit-on. 400 qui envoient des lettres écrites à la plume. Oui. Et tout ça fonctionne. Et tout ça fonctionne merveilleusement. Et je pense que pour la sécurité personnelle du président, il doit bien y avoir au moins 400 fonctionnaires. Et c'est le propre de l'autorité, donc, de se faire obéir par une sorte de miracle. Par exemple, prenons l'exemple du dictateur Salazar qui a dirigé le Portugal pendant 40 ans, qui est le personnage préféré des Portugais, même avant Vasco de Gama. Eh bien, sauf des Portugais qui vivent en France, ah oui, parce qu'eux, ils subissent la propagande, et quand on leur dit Salazar, oh là là. Oui. Et alors, donc, Salazar, pour revenir à lui, en fait, il ne couchait pas au palais présidentiel, il rentrait chez lui tous les soirs. Et donc, il y avait un vigile côté cour et un vigile côté jardin, il ne s'est jamais rien passé. Et pendant 40 ans, ça n'a posé aucun problème. Parce qu'il avait cette faculté merveilleuse. Alors que de nos jours, on ne peut plus pénétrer. Ah ben vous mettez un gilet jaune, on vous envoie les blindés. Dans la rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais même sans gilet jaune, maintenant, on ne peut plus passer rue du Faubourg Saint-Honoré. Non. Alors, il y a une fantastique définition que j'aime beaucoup, c'est le dictateur est un anti-Prométhée qui désobéit aux hommes qui désobéissent aux dieux. Oui. Alors ça, c'est parfaitement satisfaisant. C'est le fond du problème. Et donc, le dictateur désobéit, c'est vrai. C'est une désobéissance. C'est une désobéissance contraire. Et pas le contraire d'une désobéissance, pour pasticher la phrase célèbre de Maistre sur la Révolution, parce que cette désobéissance se met au service de l'ordre. En fait, c'est un retour à l'ordre et non pas... Ce n'est pas une désobéissance adamique qui lève l'étendard de la révolte et qui aboutit à la révolte contre Dieu, c'est au contraire un retour à la normalité. Et d'ailleurs, puisque vous aimez les belles définitions, j'en ai trouvé une très belle de notre amie Simone Veil, qui dit « La dictature est cette vraie révolution qui consiste dans le retour éternel à un ordre momentanément perturbé. » Voilà ce qu'est le dictateur. Donc c'est un restaurateur. C'est un restaurateur. Mais l'ordre, le véritable ordre dans une société, c'est en effet l'obéissance au Dieu, le spirituel. Oui. Et
Vous dites d'ailleurs que vous citez Bonaparte, que vous connaissez sur le bout du doigt. Il n'y a que deux forces dans le monde, l'esprit et le sabre. Et il ajoute l'esprit gagne toujours. C'est quand même étonnant de part Et de ça ce veut grand. dire que le porteur du sabre avait compris ce qu'était l'auctoritas. Cet auctoritas d'ailleurs qui va s'efforcer toute sa vie de récupérer, d'abord par le prestige de ses victoires, après par la restauration du consulat, enfin, le retour des prêtres dans les campagnes, etc. Et finalement par le sacre, parce qu'il est très Oui. logique avec lui-même et il a bien compris où est la source de De l'autorité. l'autorité, Et l'autorité, elle est finalement elle est dans Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a pas pire, enfin il n'y a pas mieux comme autoritas que le Christ lui-même. Il est l'autoritas. Et Mais alors, souvent- il mélange un peu empire et autorité. il fallait lui laisser de plus de temps et s'il avait signé la paix de Châtillon, il serait encore là. Mais comme dit un de mes beaux-frères italiens, mais il n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'il avait envie de faire. Alors, vous dites donc, je reviens à sa définition, le dictateur est un anti-Prométhée qui désobéit aux hommes, qui désobéissent aux dieux. Je pense aussi que le dictateur est celui qui lutte contre la démesure. Je pense que parce qu'on est en pleine, Oui. on est en pleine philosophie grecque là. Oui. Donc obéir aux dieux, mais aussi et le péché par excellence contre les dieux, c'est la démesure, Oui. l'hubris. Bien sûr, mais cette démesure, c'est le contraire de l'ordre, justement, puisque l'ordre, c'est pas seulement ranger les gens en sang d'oignon, mais c'est trouver une référence supérieure qui nous unisse tous. Et là, on est en pleine révolte contre les dieux et on est en pleine démesure. Absolument. Votre c'est- livre est d'une actualité archi-brûlante. Oui, d'après ce que je pense, sur les 12 phases qui vont nous mener à la dictature, nous sommes actuellement dans la case numéro 6. Et c'est un phénomène irréversible. Et peut-être qu'on dira de moi un jour, comme on dit de Jean Raspail, qu'il a tout prévu. On dira la même chose de moi, il avait prévu la dictature et ce n'était pas bien difficile. Oui, alors, ces 12 conditions, vous les donnez, et encore une fois, on y est. Désordre dans la rue, Baron, impéritie du gouvernement, mécontentement dans l'armée et la police, guerre ou menace de guerre, échec et peur des élites. C'est effrayant. On a l'impression de voir les informations télévisées, le journal télévisé tous oui, les oui, jours. on Là. ouvre son téléphone, on regarde les réseaux. Pour la case prestige d'un général, eh bien, vous avez remarqué, certaines personnes Oui. avancent des noms. Absolument. Voilà, De généraux qui écrivent des livres. absolument, qui démissionnent et qui tapent sur la table. Oui, oui, oui. Séduction de l'intelligentsia. Alors là, nous nous y appliquons aujourd'hui. Et pour les autres, eh bien, il faudra attendre encore un petit peu. Et d'autres. Et approbation populaire, Oui, ça c'est la dernière. la dernière. Absolument indispensable. Sinon, on est resté dans la case tyrannie. Alors, ce qui est très important aussi, c'est vous rétablissez ce pouvoir spirituel, vous insistez, pour montrer que sans autoritas féminine, il n'y a finalement pas non plus de potestas masculine et que tout est dans tout et on est dans un foutoir organisé, pour ne pas dire un autre mot. Voilà. Et c'est encore une fois notre C'est- situation. Absolument, puisque le gouvernement actuel, on peut le dire, a complètement perdu son autorité. Un vrai souverain inspire un sentiment de vénération, de respect, de gratitude, d'amour parfois même. C'est ce qu'étaient capables d'inspirer nos souverains autrefois, au moins une partie de leur règne, même s'il y a eu des loupés et des imperfections humaines. Et donc actuellement, personne n'éprouve ces sentiments. Non. On obéit parce que c'est forcé, parce qu'il y a les impôts à payer, vous avez reçu votre PV, etc. On obéit ou on n'obéit pas. Parce On qu'en ce s'efforce. moment, on est plutôt dans la phase Oui. de On désobéissance. s'efforce de désobéir. Personne, tout le monde s'efforce de tourner la loi, de ne pas obéir, y compris aux 80 km/h et à d'autres prescriptions encore bien plus graves. Donc cette autorité et cette puissance se trouvent en fait par une loi de nature dans le couple. C'est ça ce que j'ai voulu dire. C'est-à-dire que, figurez-vous que 10 000 ans avant Jésus-Christ, lorsque la famille avance dans la plaine avec son bétail, on a le père, la mère, les enfants,
les compagnes, les petits-enfants, on a aussi le bétail, on a les clients. C'est une famille à la romaine, si vous voulez. Il y a une périphérie autour de cette famille génétique. Vous avez des gens qui sont des artisans, vous avez des esclaves affranchis, etc., etc. Eh bien, naturellement, dans cette petite communauté humaine, il faut que la souveraineté soit exercée. Il faut punir le vol de bétail, il faut punir l'assassinat, il faut punir le vol de femmes, etc. Et par conséquent... Le décalogue. Voilà, on applique le décalogue et le père a un pouvoir exécutif et il se fait respecter par la force et le tranchant de son épée. Et la mère, elle a toutes les vertus féminines. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, on le retrouve dans le Sénat, je crois l'avoir expliqué, le pouvoir passe de la femme au Sénat. La femme, par exemple, a une faculté de donner conseil. Eh bien, le Sénat a le même pouvoir de donner des conseils, qui d'ailleurs sont respectés quasiment comme des ordres. Mais enfin, ce sont quand même des conseils. La femme accueille au foyer. Le Sénat accueille les ambassadeurs. La femme, dirait le président Macron, est la maîtresse des horloges. Elle impose son rythme, ne serait-ce que son rythme sexuel et génital, 28 jours ou 9 mois. Et de la même manière, le Sénat va devenir le responsable du calendrier liturgique, etc. Voilà. Et donc, si on veut avoir dans la tribu, la nation, l'empire même, une véritable souveraineté, il faut qu'il y ait les deux composantes de ce pouvoir, qui est fait certes de puissance, mais aussi d'autorité. L'autorité sans la puissance, c'est l'anarchie, et la puissance sans l'autorité, c'est la tyrannie. Et vous concluez ce livre sur l'explication de ce vers de l'Apocalypse. Or, la femme met au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Voilà, c'est incroyable de voir le Christ avec un sceptre de fer. En fait, oui, mais c'est le sceptre de l'autorité, c'est-à-dire c'est un sceptre doux, c'est celui de la miséricorde, mais il n'en est pas moins extrêmement puissant. Et donc, dans la famille, comme dans Dieu lui-même, vous avez deux parties, le Père, le Fils. Le Père, c'est la potestas, c'est la justice. Le Fils, c'est l'auctoritas, c'est la miséricorde. Et tous les deux sont reliés par un amour réciproque. C'est donc bien un de ces dualismes que la philosophie adore, avec deux entités opposées, mais complémentaires et corrélatives. Et vous n'avez pas encore eu de critique sur ce livre déchaîné de... Non, mais je ne pense pas qu'il y en aura de critiques de ce type-là. Certains vont le passer sous silence, parce qu'il est quand même très explosif. Voilà, peut-être le passer sous silence, c'est même probable. En revanche, dans la partie gauche de l'opinion, disons, il y a un intérêt pour la dictature, et c'est normal, puisque c'est eux qui l'ont inventé. Et généralement, lorsque je parle à un journaliste ou à un éditeur de droite de dictature, il fait un saut sur sa chaise, et il porte sa main à la poitrine. En revanche, à gauche, on me dit « mais c'est très intéressant ce que vous dites. Oui, il faudrait qu'on en parle. » Non, cette approche du pouvoir politique, de ces dérives, de ces soubresauts, est absolument lumineux, encore une fois, par les temps qui courent, où on navigue un peu à vue et où l'on... Alors, vous n'êtes pas Madame Soleil, mais que pensez-vous de notre époque et là, cette consultation des populations est-ce qu'elles doivent passer par les mairies? Ou est-ce que, en tout cas, un certain personnage va se transformer en tyran parfait? Est-ce que le dictateur peut venir de l'Élysée? Oui, c'est déjà arrivé une fois. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé une fois, donc ça peut se reproduire en effet. Personnellement, je pense que l'actuel prétendant à la dictature a déjà échoué. Mais il faut se méfier, en effet. Je vous proposerais bien de relire une longue phrase de Napoléon qui est la suivante. Alors, je sais, Anne Brassier, que vous n'êtes pas une fervente de Napoléon. Excusez-moi de vous imposer cette lecture. Mais la phrase est belle. Et mais vous arrivez à me le rendre sympathique. Hein. Alors, je vais me corriger. C'est presque du Chateaubriand. Ce génie tutélaire, une nation nombreuse le renferme toujours dans son sein, mais quelquefois, il tarde à paraître. En effet, il ne suffit pas qu'il existe. Il faut aussi qu'il soit connu. Il faut qu'il se connaisse lui-même. Jusque-là, toutes les tentatives sont vaines, toutes les menées impuissantes.
L'inertie du grand nombre protège le gouvernement nominal, et malgré son impéritie et sa faiblesse, les efforts de ses ennemis ne prévaudront point contre lui. Mais que ce sauveur, impatiemment attendu, donne tout à coup un signe d'existence, l'instinct national le devine et l'appelle, les obstacles s'aplanissent devant lui et tout un peuple, volant sur son passage, semble dire « le voilà ». C'est très juste, c'est très très juste et ça explique cette prodigieuse destinée du même Napoléon. Du même Napoléon, mais il a eu des successeurs. Il faut dire qu'il est arrivé après cette période effrayante de la Révolution, qui était quand même un maelstrom monstrueux. Donc. Il a refermé le livre de la Révolution. Il le dit d'ailleurs. Il était temps. Oui, il était temps. Il a fallu 10 ans. Ça aurait pu se produire en fructidor, mais les Clichéens ont perdu. Et donc, les Clichéens, c'était les monarchistes, on disait comme ça à l'époque. Et pourquoi les Clichéens ? Je ne sais pas exactement. Je pense qu'ils se réunissaient à Clichy, et donc le nom du club étant à Clichy, ils avaient pris ce nom, un petit peu comme les Jacobins, n'ont rien de Jacobin finalement. On apprend beaucoup de choses dans votre livre, Philippe Bornet. Et ne serait-ce que ce rappel qui est si utile aujourd'hui de cet axiome comme quoi les hommes ne doivent pas désobéir aux dieux et donc à Dieu et que ça leur en coûte toujours très très cher. C'est, à mon avis, extrêmement important à rappeler à ces hommes politiques et à ces crétins de laïcards. Vous dites aussi que l'idée de laïcité est recasée avec cette distinction autoritas potestas. Oui, parce que la laïcité dans la conception chrétienne, c'est en fait exactement ce que je viens de dire, que je n'ai fait que répéter d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez le temporel et le spirituel qui sont toujours distincts, mais en même temps toujours liés et jamais séparés. Donc ça a été tout le débat du Moyen-Âge entre l'autorité du pape et la potestas du prince. Mais alors là, c'est encore un sujet un peu différent et très compliqué, mais je vous conseille, chers amis, de lire le livre de Dante, La monarchie, qui fait le point sur ce sujet. Et si vous êtes amateur de syllogisme, eh bien, vous serez comblé parce que la logique de Dante est absolument Je ne savais pas que vous étiez un passionné de Dante. Eh bien, c'est mon éditeur, Guillaume de Thieulois, qui m'a fait lire ce livre que je n'avais pas lu quand je lui ai présenté le manuscrit pour la prochaine fois. Donc, j'ai fait quelques petites retouches. Mais c'était vraiment un grand livre. Il est assez peu connu. Et mais Dante est très peu connu en France, et, oui. alors que c'est magique. Oui, mais Dante est une montagne. Hein, donc, c'est magique. Il faut passer une vie pour... Oui, mais c'est une lecture facile. Oui. C'est pas une lecture si compliquée que ça. Oui, si vous lisez Le Paradis ou l'Enfer. Oui. Mais si vous essayez de comprendre exactement ce qu'il a voulu dire, on a parfois besoin de notes en bas de page. Oui. Enfin, déjà, Le Paradis et l'Enfer, c'est lumineux pour comprendre une société. Oui. Et notre temps contemporain reçoit des gifles au visage quand il lit Dante. Et c'est en cela que c'est très bon. Et jadis, tous les lettrés avaient ces livres chez eux. Et moi, mon père m'a transmis un buste de Dante. J'ai un buste de Dante dans mon bureau. Merci beaucoup, Philippe Bornet. Demain, la dictature, presse de la délivrance, Guillaume de Thieulois. Merci beaucoup pour ce livre parfait pour cette nouvelle année qui commence, 2019. L'année de la comète. À très vite, chers téléspectateurs.